Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo hors série où je vous propose non pas des stats avancées, non pas une recherche de l'objectivité, mais une totale subjectivité et je ne pouvais pas faire ça tout seul. Il fallait qu'on monte un Big Three avec des vétérans du basket. C'est pour ça que j'ai à mes côtés Simon, mon camarade de toujours, connu de la communauté pour ses podcasts sur Posterdunk, et Alex, le taulier que vous connaissez tous, notamment via Trash Talk, et puis via la formidable série documentaire sur Ball Don't Lie. Donc je vous propose très simplement de faire une première partie où on va évoquer tous les souvenirs de l'année passée. Donc on se projette 365 jours en arrière pour évoquer ce que vous avez retenu de la saison passée. Et puis, dans un deuxième temps, qu'est-ce que vous attendez de la saison prochaine? C'est pas des previews, c'est pas une tentative de lire l'avenir, c'est purement subjectif. Qu'est-ce que vous attendez de la NBA? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Alex, on commence par toi. Qu'est-ce que j'en ai retenu, tu veux dire? Il y a 365 jours, Kevin Durant est arrivé aux Warriors. C'est vrai. Pas mal de eau à couler sous les ponts. C'est vrai. Il y a 365 jours, on était un peu là tous en train d'attendre de voir ce que ça allait donner Kevin Durant aux Warriors. Je pense que toi t'étais en mode Noah Onyx, super. Vous avez dû être sur une vidéo genre le Madison va se réveiller. Non, je croyais pas aux Knicks, moi. À l'époque, d'ailleurs, ça s'était pas bien passé avec les fans des Knicks dans nos previews parce que j'avais dit qu'ils iraient pas en playoff. Alors qu'ils avaient Derrick Rose, Carmelo, Joakim Noah. J'étais arrivé à la même conclusion. L'équipe était trop bancale. Je sais que j'avais vu ta vidéo, qu'ils avaient une super team. La super team des Knicks. D'ailleurs, il y a un an, jour pour jour, c'est pas le début de l'histoire de viol là, de Rose. Enfin, en tout cas, il était au tribunal, là. C'était juste pendant la pré-saison. Là, il a eu sa pré-saison. Mais non, moi, ce que j'attendais le plus à l'époque, c'était de voir l'association James Harden-Mike D'Antoni. Je suis un énorme fan de Mike D'Antoni et de son basket. C'est un secret pour personne. Et donc, du coup, j'y croyais beaucoup. Je pensais que ça allait gagner du match en saison régulière. C'est pour le coup, pour une fois, c'est une des prédictions qui s'est réalisée. Mais j'étais vraiment très impatient de voir James Harden dans ce rôle. Je trouve que sur les 365 derniers jours, évidemment, il y a Kevin Durant qui a changé de club, qui a été chercher sa bague. Monstrueux en finale et tout machin. Et je pense surtout pour moi le mec qui a encore changé de dimension, c'est James Harden pour moi. L'an dernier. Avec Westbrook aussi, mais je pense que vous allez en parler donc je vous le laisse. Moi je suis sur James Harden dans le sens où putain le mec Mike D'Antoni il débarque, il lui dit tu vas avoir la balle en main et qu'est-ce qu'il est? Meilleur passeur de la ligue. Devant des Chris Paul, des Westbrook, enfin il y a des clients, mine de rien, John Wall, tout ça. Puis tout en faisant toujours, entre guillemets, donc sa part au scoring. En octobre dernier, c'était ça que j'attendais. C'était James Harden à la main. Ouais, ça se tient. Voilà. Et Simon, par les Kings? Ouais, non. Il y a un an, les Kings, c'était... Ah si, c'était pas si mal, je crois, il y a un an. Attends, j'essaie de me retenir. Ils avaient encore Cousins. Ouais, et puis il y avait... Il y avait eu un petit recrutement, tu sais, c'était l'été où c'est la sagesse d'avoir recruté Toliver, les vétérans un peu cool qui vont te cadrer Cousins justement pour qu'il arrête de faire le con. C'était ça la narration, entre guillemets, il y a un an autour des Kings, je pense qu'on en était là. C'est vrai qu'on n'était pas du tout en mode ils vont le trader. Non. On l'avait pas vu. Dans les previews de saison de tout le monde, dans les previews, t'as pas grand monde qui dit c'est l'année, ça va partir en trade. Quoi. C'était un nom qui était parfois évoqué dans des potentiels trades. Mais c'est vrai que c'est sorti un petit peu de nulle part le coup du sur le Star Game envoyé aux Pelicans. Il y a un an, l'histoire c'était au moins, c'est la première intersaison où Divac était là avant, machin, ils ont bossé avec Jurger. C'était vraiment le recrutement Jurger l'été. Ouais. Plus que celui-là encore. Et je sais plus, il y avait Toliver et un autre mec. Temple et Matt Barnes. Voilà. La triplette. Un autre Big Free, un peu de vétéran. Barnes, c'est un mec très raisonnable ça. Bon, et au-delà de ça, alors qu'est-ce que tu as retenu de la saison? Non, c'était. Moi j'étais encore. Bon, le choc c'est peut-être un mot un peu fort, mais ouais, si, c'est quand même le choc de Durant aux Warriors et de me casser la tête à me dire mais comment cette saison va se dérouler avec une équipe qui paraît quand même sur le papier, puis assez vite même dès les premiers matchs et tout, tellement au-dessus du lot. Et j'étais entre est-ce que les Spurs peuvent faire de nouveau le truc, mais t'avais quand même l'impression qu'Aldridge, déjà il y a un an on savait ça reprenait pas et tout, mais voilà, moi j'étais vraiment autour de ça. Et ce qui est surtout très marrant, c'était on était au mois de septembre, on était vraiment alors que Cleveland venait de gagner le titre, que c'était l'une des meilleures finales et tout, ça annonçait déjà la rapidité avec laquelle la NBA enchaîne, quoi. Je trouve l'été dernier, c'était l'un des premiers étés où ça allait vite, quoi.
Les Cavs étaient à peine, t'as le 3-1, les Cavs gagnent, machin et tout, t'as à peine le temps de t'en mettre. Durant, il annonce ça le 4 juillet. Oui, c'était voilà, il y a le côté, donc c'était un été, je me rappelle, où l'avalanche de il y a un an exactement, voilà, l'avalanche avec contrat de Mike Conley, enfin les trucs là. Et je pense que début septembre, il y a un an jour pour jour, je suis dans un truc de genre, bon, il faut digérer tout ce qui se passe et putain, ça va vite quoi. La NBA accélère. Alors c'est marrant que vous parliez de ça parce que effectivement, dans ce que je retiens des 365 derniers jours, c'est effectivement l'intersaison 2016 qui n'a pas été extrêmement dense en grosses signatures. Il y a eu Kevin Durant, effectivement, il y a eu Al Horford qui signe aux Celtics. À l'époque, il y a eu Dwight Howard était plus comme un gros move. Il y a eu quelques moves, quoi. Mais il y a eu quelques moves. moves. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, il y a eu quelques moves. Puis alors l'année prochaine. Mais il y avait eu aussi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, une quantité absolument faramineuse de contrats qui se sont révélés des contrats maintenant toxiques. Il y a eu Biyombo à 17 millions, Chandler Parsons à 25. Ça a été un peu la première intersaison où il y a eu des craquages. Et même les mecs très bons prennent. C'est parti dans tous les sens. Même les contrats de Portland, désolé, mais Allen Crabbe, Evan Turner, 72 ou 70 sur 4, c'est ça qu'ils ont. Ouais, puis même les mecs bons, genre Mike Conley, mais prennent plus que. Tu comprends que les. Mike Conley, je sais pas si on peut le qualifier de toxique, on peut le qualifier de surestimé, tu vois. Après, ça reste un sujet. Mike Conley à la main, ça va quoi. Oui, bien sûr. Le mec, tu le fous à l'est, pour moi, il est All-Star, même si je suis pas. Tu vois. Mais Allen Crabbe, 18 millions la saison. Ouais, il y a eu des craquages. Ça a été l'intérêt. C'est vrai que les derniers, c'est vrai. Mais t'es obligé de leur filer à Brooklyn parce qu'ils n'avaient plus personne à qui le filer. Chandler Parsons à 25, il y en a eu plein. Quand tu regardes ce qu'a été obligé de faire Portland. Harrison Barnes, c'était dernier. C'était l'été dernier. Cher aussi. Ouais, un peu trop cher. Un franchise player. Le joueur est bon, mais c'est pas un franchise. Enfin, il est encore jeune en même temps, mais je sais pas ce que t'en penses toi, Vincent, mais c'est pas un franchise player. Disons que c'est toujours la même question. Dans quelle mesure on rémunère le rendement au temps T là, du joueur et dans quelle mesure on rémunère son potentiel dans 2-3 ans. Tout à fait. C'est toujours ça. Moi, j'ai pas la réponse, mais personne ne l'a. C'est à mettre dans la balance. C'est du pari. Ah, c'est ça. C'est Boston qui fait signer Jay Crowder, qui aujourd'hui, Jay Crowder a l'un des contrats les plus rentables entre guillemets de la ligue, même si c'est pas du tout le meilleur joueur de la ligue, mais je veux dire, il a son contrat. Tu regardes le contrat de Jay Crowder, tu fais. C'est la super affaire. C'est un contrat rookie, truc. Enfin, tu vois, voilà, donc le joueur est bon, le joueur a de l'expérience et tout. Il y en a des contrats, il y en a quelques-uns encore des contrats comme ça, mais finalement, il y en a de moins en moins. Ou l'autre jour, attends, putain, c'est sur qui que j'ai écrit? Oui, Chris Middleton. Je parlais des Bucks parce qu'il y avait un truc comme quoi Jabari Parker. Tu vois, une des conséquences de l'été dernier, là, on a Jabari Parker, le mec qui s'est refait le genou. Moi, j'étais extrêmement triste. Quand il s'est refait le genou, bien sûr, parce qu'il était sur une première cinquantaine de matchs, franchement, je le trouvais hyper intéressant. Ouais, les Bucks ont fait une belle saison. Il se refait le genou, il devait être à 20 points, 6 rebonds, tout. C'est moche. Et là, le mec, il y a eu des déclarations qui sont sorties. Le mec, il est là en train de dire que il attend toujours, comme il attendait avant de se reblesser, il attend toujours un contrat max sur 5 ans, en fait, lui, des Bucks. Ça, c'est l'effet pervers de tout ce qui se passe au niveau pognon. Jabari Parker, je veux dire, il est super. Déjà, je suis pas sûr qu'avant sa blessure, tu lui files le contrat max. Maintenant qu'il s'est refait le genou. C'est que le contrat max est presque devenu la norme. Quoi. Voilà. C'est-à-dire que tu arrives à mettre 15 points par match, tu demandes un contrat max. Les espèces de débats avant, est-ce que tel joueur a un contrat max? En fait, maintenant, c'est quasiment ridicule. De toute façon, la réponse est oui, même si tu trouves que non. Les équipes sont obligées. À partir du moment où un mec joue et tu veux pas le perdre, bah en fait, le mec se retrouve contrat max parce que soit c'est toi qui le donnes, soit c'est une autre équipe pour t'emmerder. Dont les Nets ou des équipes qui s'amusent comme ça un peu aussi à mettre des offres. Et en très peu de temps, coup, le mec a le contrat max. Notre échelle de valeur, en très peu de temps, elle a complètement changé. Mais là où tu as raison, toi, l'été dernier, je pense que c'est l'été où on comprend tous à la fois les conséquences de la hausse des droits télé et donc du salary cap, et puis le truc que maintenant, il y a ce que vaut un joueur sur le terrain, mais il y a aussi ce qui vaut, entre guillemets, dans le salary cap par rapport à son apport, qui a encore une valeur différente et qui, en fait, devient la vraie valeur du joueur. Peut-être même plus que celle de son pourcentage qu'il prend dans le salary cap. Si tu apportes tant et que tu coûtes tant, tu vois, c'est presque plus important. Si tu joues beaucoup de matchs ou pas. On a vu quand même que tous les mecs un peu fragiles et tout... et puis, du coup, tu te retrouves des fois dans des situations compliquées. Genre... Washington qui est obligé de mettre une blinde absolument incroyable à autoporteur pour le garder. Parce que ils peuvent pas, ça veut dire sportivement parlant. Sinon, ils le perdent contre rien. Et voilà. Et puis sportivement parlant, du coup, tu n'as plus de cap parce qu'ils le payent avec les bird rights. Donc ça, j'imagine que tu fais des vidéos pour expliquer tout ça, comment ça marche. Mais grosso merdo, s'ils ne le payent pas avec les bird rights, derrière, après, ils n'ont pas de match. Ils ne peuvent pas se repayer avec ils ont toute leur thune engagée sur Wall, Bill
Et Otto Porter maintenant. Et du coup, je trouve que l'équipe c'est le cas de plein d'équipes. Il y a pas mal d'équipes qui en fait 80% voire 85% de leur masse salariale, c'est sur 3 joueurs. Et si ça marche pas, ils sont coincés. Il n'y a aucune marge de manœuvre. C'est là où Portland ils ont dégagé un peu, ils ont été un peu plus mal, ils ont réussi à dégager Kraft, machin et tout. Enfin Portland ils sont archi coincés là. Ils étaient étouffés, là ils sont que coincés. Ils payent beaucoup moins de taxes de luxe qu'avant. Voilà, ils sont coincés. Par contre ils sont coincés en termes d'effectifs. Et puis ils ont la même chose quoi. Moi j'ai du mal à croire qu'une équipe avec Jurkic et les deux Nurkic. Oui, c'est Youssouf Nurkic. C'est devenu Jurkic dans le. Ouais, c'est pas mal Jurkic. Et donc McCollum et Lillard, tu vois, t'as du mal à te dire, surtout les autres équipes qu'il y a. Genre, ok, c'est cool, on avance, et on va faire une finale de conf. Ça suffira pas pour le. C'est compliqué à imaginer. C'est compliqué à imaginer. Bon, et au-delà de ça, alors sportivement, sur cette saison passée, 2016-2017, vous avez été emballé, pas emballé, vous gardez un bon souvenir? On a une régulière de malade. La régulière. De mon point de vue, je parle pas des playoffs, la régulière. Déjà, on a eu Westbrook toute l'année qui nous a tenus en haleine, genre l'autre. C'est vrai que c'est fou. T'es là, t'es mi-décembre, tu fais il va craquer et tout. Après, t'arrives mi-janvier et tout, tu fais c'est pas possible, il va pas tenir, tu sais. Ouais. Et après, t'es là, vers la fin de saison, il reste 5-6 matchs, tu fais il va avoir du mal à faire ses triple-doubles. Et en fait, le gars, c'est la saison de Westbrook, c'est. Il y a un moment précis, je pense, c'est un peu après le All-Star Game où quelqu'un se balance qu'en gros, même si maintenant il fait plus que 7 rebonds et 8 passes de moyenne, il tiendra. Et là, tu fais, en fait, il va le faire quoi. Il y a un moment, mi-mars, genre s'il marque plus de points, c'est bon. Il y a une histoire comme ça. Ouais, il y a Westbrook. Westbrook, c'est fou. Enfin, Westbrook Harden, d'ailleurs, Harden fait des gros matchs aussi. Harden, il fait des stats à peine moins bonnes que celles de Westbrook, en fait. Ça, on l'a dit toute l'année, mais c'est vrai. Pas le triple-double, quoi. Je sais pas, après, le fiasco horrible de New York. Chronique d'un fiasco annoncé. Phil Jackson, le Camelo. Ça a été la saison horrible. Porzingis qui est pas content. Ça a été la saison horrible. Derrick Rose, c'est plus Derrick Rose, quoi. C'est Derrick, tout court. Tu vois. Non, mais tu vois, c'est. C'est chaud. Après, moi, je suis pas un supporter de cette franchise, mais comme j'adore la NBA, je pars du principe que. Il nous faut un gros Lakers, il nous faut un gros Knicks, il nous faut un gros Bulls. Il faut des équipes emblématiques. Ouais, putain, le Madison Square Garden, quand ça joue et que ça braille, c'est super, quoi. Tu vois, il y a un an, j'y étais. Ouais, mais tu vois, voilà. Mais les Knicks, en plus, ce qui est marrant, tu te dis que ça peut être une saison compliquée, mais bon, faut voir que l'Est est faible et que moi, je pensais que tu vois, genre, ils vont être entre 7 et 10 toute l'année, et puis peut-être une petite série de victoires en fin de saison, et paf, playoff. Et elle tombe encore plus bas que même le plus mauvais scénariste avec la rage contre les Knicks n'aurait même pas imaginé. C'est-à-dire que ça se finit quand même avec suspension de Noah de je sais pas combien de matchs. Une vingtaine de matchs, je crois, de mémoire. Une photo des pieds de Phil Jackson qui a été viré. Non, mais Game of Thrones, c'est ça. Et Porzingis qui a quand même vraiment failli être transféré jusqu'au moment où je sais pas qui, apparemment Dolan a dit à Phil Jackson on arrête, tu t'en vas. Je sais pas qui a l'arrêté. Et franchement, même avec du mauvais esprit en début de saison, si quelqu'un te dit ça va se finir comme ça, Phil Jackson va être viré, Porzingis va être menacé de transfert. On t'aurait dit gros hater. Arrête d'abuser. Voilà. C'est clair. Tout le monde arrête d'abuser, tu vois, ça va pas tomber si loin. Mais c'est comme il disait tout à l'heure Vincent, on parle de contrat toxique. Putain, contrat de Melo, dans le genre contrat toxique. Ouais, mais c'est la clause. Très cher, mais la clause de no trade, ça c'est qui avait absolument pas lieu de mettre. Une catastrophe. À l'entraînement hier, il y a encore quelqu'un qui m'a dit mais Melo, il va être bon cette année. Mais il va être bon, Melo. Melo, tu le mets dans n'importe quelle équipe NBA, il va scorer. Où dit Melo? Non mais franchement, il est bon. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Attaque. Putain, on attaque, franchement, mais par contre, il est pas très malin, il a pas un grand sens du collectif, il a pas un vrai leadership, on a toujours voulu le mettre en franchise player, et en plus il a un contrat où il peut décider s'il part ou pas. Une équipe dans l'état des Knicks, en fait c'est un luxe d'avoir. Il est super si tu vas en playoff et qu'il va te gagner des fins de match en playoff et tout, mais là t'en as pas besoin. Il faut l'entourer, voilà, c'est ça, c'est un finisseur, il faut l'entourer de joueurs créateurs emblématiques. Pour ça qu'effectivement avec Team USA il joue super bien, parce qu'il a des super joueurs qui créent pour lui et lui il a plus qu'à finir. Ah bah ouais, bien sûr. Vous pensez qu'il commence la saison Knicks là? Vu comme c'est vrai, ça a l'air coincé cette histoire. Le problème c'est que Houston était super chaud, mais New York a dit non, mais nous, Ryan Anderson, personne ne veut de Ryan Anderson. Surtout ils ont Porzingis quoi, tu vois, si personne ne veut de Ryan Anderson. Est-ce que New York au final ils auraient pas plutôt intérêt en fait? Parce que là, ça va se finir comment cette affaire? Tu fais quoi, Ryan Anderson? Je pense que la situation des Knicks, elle est purement pragmatique, c'est qu'il n'y a rien de presse pour échanger Melo. Parce que sportivement, ils n'attendent pas grand-chose de la saison prochaine. Ça, c'est vrai. Et ils se disent, de toute façon, on a encore jusqu'à la mi-février pour l'échanger. Peut-être que d'ici là, des équipes qui vont vouloir se renforcer parce qu'elles sentent que ça peut être leur saison
vont proposer un super package qu'on n'aurait pas eu là à l'intersaison. Il faudra que Melo soit d'accord pour y aller par contre. Il faudra que Melo soit d'accord pour y aller, mais peut-être que justement aussi les Knicks veulent jouer la montre pour qu'il ouvre un petit peu son spectre d'équipe. Donc, ou à l'inverse, qu'ils peuvent parier, bon, mais que Houston ça marche justement pas si bien que ça, et qu'il faut donner plus parce qu'on a besoin de Melo en fait, ou tu vois. Ou Houston peut effectivement lâcher plus gros en se disant on va mettre Anderson, on va mettre Ariza ou je ne sais quoi. Et Houston dans les deux sens, tu peux imaginer qu'ils mettent plus. C'est-à-dire que si ça marche vraiment bien, mais que tu sens qu'il manque juste peut-être la pièce et que tu peux vraiment aller faire quelque chose, ils vont peut-être dire ok on prend Melo. Et au contraire, si en attaque ça capote et en fait tu vois que le jeu est trop déséquilibré avec les arrières et tout, peut-être te dire aussi. Moi je sais pas. Arrive à la conclusion de on va changer Melo. Je trouve ça bizarre que Houston n'insiste pas plus sur Melo. Après, toi, t'as raison. Et je pense qu'il y a un truc qui est clair dont on parle jamais, c'est que Mike D'Antoni, il a dit gentiment à Daryl Morey, il a fait. Ça peut peser moi, aussi. Perso, Melo, je suis pas. Genre, si tu l'as donc, c'est pas moi qui vais insister. Faites ce que vous voulez, mais je veux pas. Si tu le choques pour pas grand chose, si t'arrives à me débarrasser de Ryan Anderson, à la limite, je dis pas non, tu vois. Ouais. Mais sinon, on va pas me filer des Ariza. C'est sûr que Mike D'Antoni lui a dit ça. Ça vaut pas le coup. C'est sûr. Et comme avec la saison qu'il vient de faire. Sa valeur marchande est assez basse. Pardon, non, je disais la saison vient de faire. Oui, de D'Antoni, bien sûr. Il a du poids. Tu vois, t'es le general manager, tu dis ok, j'ai pas envie de me fâcher avec mon coach. Oui, bien sûr. Logique, hein. Donc bon, je pense que le Camelo, ouais, c'est. Oh là là. Quelle tristesse quand même. C'est quand même un pur joueur quand on y pense. En attaque et tout. Enfin, moi, je sais pas. Ah ouais, non, j'ai jamais été trop fan du bonhomme et de ses déclarations, mais putain. Il a une technicité, une maîtrise des fondamentaux qui est vraiment super. Monstrueux. Il lui manque de la défense. Et puis, effectivement, peut-être le bon coach qui aurait pu l'intégrer dans un bon dispositif, avec moins d'isolation. C'est des jeux d'opportunité. J'adore le joueur, notamment, tu vois, le bagage offensif du joueur. Mais après, tout le reste me saoule. Mais par contre, je pense que c'est pas fini. C'est un mec qui, à mon avis, peut être très très bon et très performant dans une équipe qui est assez bonne, défensive et tout, et être vraiment... En tant que lieutenant, tu vois, par exemple, dans l'absolu, à Cleveland, à la base de Kevin Love et tout, je pense que ça peut être, par exemple. Oui, bien sûr. Ça peut être quelqu'un qui est très bon. Mais je suis d'accord. Dans un rôle comme ça, dans une équipe comme les Cavs et tout, il est. Son style de jeu actuel, et qui a toujours été presque le sien. Au début, il était un peu plus dans l'agression de cercle. Aujourd'hui, il est très poste bas, shoot à 3 points, fade away et tout. Et il peut jouer encore comme ça quelques années. Bien sûr. Il n'y a pas si longtemps, la saison d'Enix, où il me semble quand même qu'il est 3ème au MVP ou un truc comme ça, là, en 2012. Ça va être son record, ça, par contre. Ouais, mais il a été. C'est la saison où les Knicks ils ont 50 victoires. Ouais, ils font deuxième finale de playoff, là. Ils sont fumés par le 8, là. Ils vont en demi-finale. Ils battent Boston, ils perdent. C'est le bloc d'Hibert, justement. Mais en gros, Melo, quand tu regardes cette saison-là par rapport à celle d'avant ou celle d'après, on va pas me dire qu'à 100% il avait révenu son jeu cette année-là. C'est juste que l'équipe joue mieux, elle est structurée, elle défend, et du coup, Melo apparaît beaucoup plus intelligent, beaucoup plus collectif et tout, parce qu'autour de lui, c'est mieux, quoi. L'année dernière, les Knicks, bon, Melo, voilà, mais c'est pas que lui, quoi. Ça s'est tombé vite bas. Notamment Brandon Jennings, c'était catastrophique. C'est pas du tout que lui. Derrick Rose n'était pas à la création. Mais c'est tous les choix, quoi. C'est l'architecture de l'équipe qui était bancale. Genre, tu prends Jeff Hornacek au coaching et tu lui mets pas de meneur créateur, en fait. Donc on me dise pas que Derrick Rose est un meneur créateur. Derrick Rose n'est pas un meneur créateur. Et c'est pour ça qu'on pense tous que c'est déjà c'est la base, tu vois. Et on pense tous que ça ira un peu mieux cette année, ne serait-ce qu'au niveau du jeu, peut-être pas des résultats, mais du jeu, quoi. Parce que t'as pu Rose et Melo, quoi. Moi je pense que ça ne peut être que mieux, mais après je pense que l'effectif, par contre, sur le papier, il y a moins de talent dedans, donc il y a plus de travail. Ça peut être que mieux parce que l'impact de Rose la saison passée a été très très basse. Il récupère un Nilikina qui, pour moi, peut déjà apporter dans sa saison de rookie, parce que c'est un bon défenseur, parce qu'il a une très belle maîtrise fondamentale. Porzingis va peut-être avoir plus ses clés. Porzingis va peut-être avoir plus de ballons. Et puis derrière, vous rajoutez un Tim Hardaway Jr. Très cher, mais qui apportera du scoring, qui est, quoi qu'il arrive, un plus par rapport à la saison passée, vu que on parlait que dans 6 mois, je sais pas comment ça se passe, mais quand en gros le meilleur score c'est Bisley pour X raisons, parce que Porzingis s'est blessé, je sais pas qui s'est transféré et tout. C'est vrai qu'ils ont Bisley, putain. Bah oui, et ça va être la même histoire à Knicks, on va s'en trouver. Il y a un an, on était là à dire les Knicks, non mais si, j'espère pour Petit Franck d'ailleurs que ça va bien se passer. Parce que quand même, être meneur et être drafté par les Knicks, c'est incroyable. Surtout que là en plus. Ils attendent un bon meneur depuis 40 ans. Non mais tu vois, franchement, c'est pas les Ramon Sessions ou les Trey Burke qui vont. Mais ils cherchent encore un meneur apparemment. Ils parlent de Jared Jack et je sais plus quoi. S'il est bon comme on croit qu'il est bon, ok, il est un peu jeune et tout, il va falloir qu'il apprenne, mais Frank Ntilikina, il a largement les moyens d'être devant. De toute façon, s'il a pas les moyens d'être devant un Trey Burke en NBA, c'est la merde. C'est devenu une spéciale Knicks. C'est devenu une spéciale Knicks. Oui, c'est vrai, on est sur les Knicks.